Voilà. Voilà pour notre webinaire autour de l'incertitude. C'est la thématique que nous allons élaborer, envisager ensemble ce matin. Alors, juste un mot. Voilà, je vous dis avec Fabien Aslan, et la grande nouveauté sur le marché en cette année 2022, c'est le rapprochement, le rachat par Simco, le groupe ANV Capital, de Orpheor. Donc la mise en commun d'expertise, de savoir-faire qui font qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez à votre disposition une offre unique sur le marché, unique en termes de métier, puisqu'aujourd'hui, nous brassons l'ensemble des thématiques de gestion financière, de prospective, de dotation, de fiscalité, de RH, donc qui étaient les métiers initiaux donc de Simco, tout leur savoir-faire sur ces sujets, et puis que vient donc se rajouter dans l'offre, eh bien l'offre dette, l'expertise Orpheor, avec toujours une proposition double. D'un côté, la mise à disposition d'outils, de technologies innovantes, de plateformes en mode SaaS qui vous sont proposées, et associé à ces outils, eh bien, un conseil personnalisé. Vous êtes accompagné par des consultants experts sur tous ces sujets pour offrir à toutes les collectivités de toute taille un accompagnement outil, un accompagnement métier pour pouvoir répondre à toutes vos questions et gérer au mieux vos collectivités. Alors, en ce début de séminaire, de webinaire, pardonnez-moi, je vais changer de casquette et j'ai presque envie de dire, je vais même passer de l'autre côté de l'écran et vous rejoindre et prendre ma casquette d'élu, puisque je suis également adjoint aux finances d'une collectivité de 20 000 habitants, pour vous partager mes préoccupations, mais qui, je pense, rejoignent les vôtres en cette année 2022. Alors, nous avons voté les budgets. C'est aujourd'hui une grosse opération faite dans le contexte actuel. Et malgré tout, je crois qu'on peut dire que c'est peut-être une des premières fois, hein, après, en regardant sur toutes ces dernières années, qu'on a une telle incertitude, de tels questionnements. Et c'est vrai que bien que le budget soit voté, on se demande parfois comment on va atterrir sur notre exercice 2022. On regarde de près nos exécutions budgétaires, beaucoup de questions se posent. Et puis, en regardant la fin 2022, bien évidemment, on va partir en vacances, mais dès le retour des congés d'été, se posera la question du budget 2023. Et plus largement, se pose la question de la prospective, puisque c'est en général sur ces périodes un peu transitoires entre le vote du budget, en préparant le compte administratif et dans la perspective du budget de l'année suivante, que les questions pluriannuelles se posent. Alors, ces incertitudes aujourd'hui sont multiples. Alors, sans être exhaustif, on a essayé un peu de les référencer et on va essayer après d'y apporter bien évidemment des réponses, mais au premier rang desquelles les dotations qui ressortent. Hein, vous avez vu que Emmanuel Macron, dans son programme, a annoncé qu'il solliciterait de nouveau les collectivités locales, 10 milliards, 15 milliards, comment ça va être fait? On n'en sait pas, on n'en sait trop rien encore. Et puis, bien évidemment, également la réforme des indicateurs financiers qui risque de bouleverser pas mal la répartition des dotations entre collectivités, entre types de collectivités. Voilà à quoi s'attendre sur les prochaines années. On va essayer de vous orienter. Les charges de personnel, les grilles indiciaires qui ont bougé sur 2022, qui ont déjà eu un petit impact financier, et puis l'évolution du point d'indice, qui est bien évidemment une bonne nouvelle pour les fiches de paye des agents, mais qui aura un impact non négligeable, majeur même dans nos budgets, quand on sait que le chapitre 012 peut représenter autour de 50% de nos budgets. Donc on sait l'impact, l'effet que peuvent avoir ce type de réforme, ce type d'évolution. Bien évidemment, si je poursuis, je remonte sur le chapitre 011. Je crois qu'on attend tous, avec presque un peu d'anxiété, un peu d'angoisse, les factures d'énergie qui tombent les unes après les autres. J'y reviendrai sur le contexte économique. C'est aussi un poste important. Et on sait que c'est un poste aussi qui se répercute dans énormément de prestations, de services qui sont fournis aux collectivités,
J'ai échangé encore très récemment avec un département qui me disait qu'il y avait plein de coûts, finalement, de coûts cachés qui ressortaient actuellement sur les transports scolaires, sur des prestations diverses et variées, qui s'appuient sur tous ces éléments et qui posent question aujourd'hui avec des impacts budgétaires encore difficiles à apprécier. Et vous avez vu dans le cadre du plan de résilience mis en place par le gouvernement, ce que j'ai appelé la circulaire Castex, qui demande aussi à revoir l'ensemble des marchés publics pour intégrer des clauses d'indexation pour protéger les entreprises et qui vont aussi peut-être, non pas mettre à mal, mais impacter le budget. Je poursuis. Les frais financiers, j'y reviendrai tout à l'heure en détail. Les taux augmentent. La belle période des taux bas est derrière nous. Ça va être vrai l'impact tant sur l'encours actuel que sur les nouveaux financements. Et enfin, eh bien, tout ce qui va être au sens large, les dépenses d'équipement, l'effet de la hausse des prix, hein, là aussi des matières premières. Et puis, alors, plutôt de manière positive, hein, le plan de relance, où en même temps, on est incité à investir, à profiter des subventions proposées par l'État dans le cadre du plan de relance. Donc, une espèce de dichotomie entre des prix qui augmentent, quelques craintes à investir, et puis cette nécessité, et on sait le rôle central des collectivités, cette nécessité de participer à la relance économique, à pouvoir profiter des financements qui sont apportés par l'État et l'Union européenne. Alors je dis, moi j'ai le sentiment on est un petit peu ballotté, et puis il pourrait y avoir deux attitudes face à toute cette incertitude, de se dire, eh bien, soit je me laisse finalement un peu balloter par les vagues, par le vent, par la tempête, quitte un peu à plier les voiles, si vous me permettez cette image un peu maritime. Bon, c'est en soi pas la bonne solution parce qu'a priori, la plus grande finalité, le plus grand risque, c'est de se retrouver un peu échoué sur une île sans atteindre vraiment l'objectif que l'on s'est fixé ou que les élus nous ont fixé. La deuxième solution, plus ambitieuse, se fixer un cap, mettre un petit coup de moteur. Fabien reviendra sur toute cette dimension un peu technique. Et puis, quitte à mettre un peu malgré tout en alerte, un peu un remorqueur, voir qui est-ce qui peut nous aider en termes de prestataires, en termes de partenaires. Et puis, si on s'organise bien, si on retient cette solution, eh bien, on devrait pouvoir arriver à bon port et finalement réaliser la mission qui nous anime tous. La mission qui nous anime tous, eh bien, c'est finalement de réaliser le projet de mandat pour lesquels vos élus ont été choisis lors des dernières élections et pour lesquels vos élus vous ont missionné pour les accompagner tout au long de l'année, chaque jour, pour trouver les meilleures solutions. L'objectif de ce webinaire, eh bien, vous avez compris, on va essayer avec Fabien de partager des méthodes, vous proposer des indicateurs de suivi, de gestion, vous présenter des outils pour vous doter de cette boîte à outils, des bons réflexes pour traverser cette période un petit peu compliquée. Quand on regarde nos budgets, on se dit, voilà, qu'est-ce qui est stable aujourd'hui, sur quoi j'ai de la visibilité? Eh bien, on va essayer de vous donner de la visibilité, on va essayer de vous donner des manières de gérer cette instabilité pour fiabiliser votre prospective, sécuriser certaines données, vous donner de la stabilité, de la visibilité. Bref, je le disais, vous aider, vous accompagner, c'est pour nous des mots forts de nos missions, de notre accompagnement pour réussir notre projet. Alors, je vais laisser la parole à Fabien Aslan, je vous disais, qui est consultant manager au sein donc, de Simco, expert sur toutes les questions financières, de prospective, de fiscalité. Beaucoup d'entre vous le connaissent puisqu'il vous accompagne au quotidien pour caler vos prospectives, pour vous orienter. Et je vais démarrer en lui posant finalement une première question. On est finalement, on espère que maintenant la crise Covid est derrière nous. Depuis quelques mois, on sait que souvent les élus, nous élus, avons une grande ambition sur ce début de mandat. Eh bien, comment organiser notre plan d'investissement, cette fameuse PPI, pour que sur les 4 années qu'il nous reste, si je me situe au niveau communal ou intercommunal, un peu plus au niveau départemental, pour qu'on puisse réaliser au mieux la prospective. Fabien, à toi. Merci beaucoup, Alexis. Alors ici, ce qu'on va vous proposer, c'est une méthodologie qui a été éprouvée et qui fonctionne.
Donc, pareil, au niveau des indicateurs de surveillance, comme je dis toujours, on ne va pas vous demander de réparer le moteur de votre voiture. Le principal, c'est de savoir la vidanger et remettre la pression des pneus. Si vous savez faire ça, déjà, vous pouvez monter votre prospective de manière assez sereine. Alors, pour la méthodologie, le début, toujours, c'est quels sont les projets de la collectivité. Alors, quels sont les projets de la collectivité? Ça implique la construction donc, du projet pluriannuel d'investissement. Donc ça, c'est vraiment le point de départ de la prospective, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai à financer. Donc là, il est primordial donc, de hiérarchiser l'intégralité de ces projets. Donc, différentes stratégies. Vous pouvez mettre les 4 grands projets de la collectivité avec le détail des subventions et des dépenses afférentes à ces projets. Et ne pas oublier de mettre des enveloppes, dites des enveloppes récurrentes, voilà, pour les petits travaux de voirie, pour les travaux liés à l'éclairage, le tout venant, pour être sûr de prendre en compte l'intégralité des besoins de la section investissement. Donc voilà, le gros travail du PPI reste l'évaluation du coût des projets et notamment aussi les subventions qui sont liées au projet que vous pourrez être amené à percevoir. Alors là, donc c'est un gros travail de terrain, très collaboratif, notamment, il faut généralement faire participer tous les services de la collectivité pour essayer d'affiner au mieux quels seront les besoins de financement de la collectivité. Alors ensuite, au niveau du PPI, donc comme je vous l'ai dit, les bons réflexes, donc faire intervenir l'ensemble des agents de la collectivité, répertorier toutes les opérations et les hiérarchiser. Pourquoi les hiérarchiser? On le verra à la fin. Si jamais ça peut être compliqué de financer l'ensemble des projets et qu'il faut faire des choix, certains projets ne se feront pas et potentiellement pouvoir les mettre de côté ou les reporter à plus tard. Très important aussi, ce PPI, le tenir sur un document unique. Éviter de le disperser à droite et à gauche. Donc ça, ça fonctionne très bien au niveau de notre outil. Vous centralisez toutes les informations et comme ça vous permet de tout vérifier en un coup d'œil. Donc là, imaginons que vous avez réalisé l'intégralité de votre projet pluriannuel d'investissement. Maintenant, le deuxième travail, c'est de savoir comment va évoluer ma section de fonctionnement. Quel va être mon autofinancement et comment je vais pouvoir financer ces investissements. Donc, quelques indicateurs importants à retenir et même qui seront centraux dans toute la prospective. Il n'y en a pas beaucoup. On va prendre 2 niveaux d'épargne et 2 indicateurs de solvabilité. Donc, les 2 niveaux d'épargne, l'épargne brute, l'épargne nette, capacité d'autofinancement brut ou capacité d'autofinancement net. Et au niveau des indicateurs de solvabilité, donc la fameuse capacité de désendettement ainsi que le taux d'épargne brut. Alors, je reprends l'image du véhicule. Imaginons que votre collectivité soit une voiture. Vous êtes aux commandes de cette voiture. Cette voiture, pour qu'elle puisse avancer, elle a un moteur. Le moteur, pour votre collectivité, ce sera l'épargne brute. L'épargne brute, c'est très simple. C'est la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Cette épargne brute, elle va d'abord, dans un premier temps, vous servir à rembourser le capital de votre dette. Une fois celui-ci remboursé, il vous restera l'épargne nette. Je prends toujours l'image d'un foyer, ça fonctionne très bien. Vos recettes réelles de fonctionnement, c'est votre salaire. Imaginons que vous gagnez 2 000 € par mois. Vos dépenses réelles de fonctionnement pour acheter de la nourriture, facture d'électricité, facture de gaz, on va être aux alentours de 1 200 € de récurrence chaque mois. Je fais la différence entre les deux. Il me reste 800 € à la fin du mois. C'est mon épargne brute. Cette épargne brute, je vais d'abord m'en servir pour rembourser mes échéances. J'ai acheté une maison. Chaque mois, je dois rembourser du capital. Je sais que je dois payer à la banque 500 €. J'enlève de mes 800 €, c'est 500 € et j'obtiens mon épargne nette. Donc ici, vous avez un graphique très intéressant en fait, qui va représenter justement l'évolution de cette épargne brute avec ce qu'on appelle l'effet ciseau, c'est-à-dire la courbe
des recettes réelles de fonctionnement et des dépenses réelles de fonctionnement, leur évolution au fur et à mesure des années. Donc, sur les projections, notamment sur votre prospective, donc, tout le travail lié à cette épargne brute, ça va être d'essayer au maximum d'être précis, à savoir l'évolution des charges de gestion, l'évolution des recettes, pour anticiper au mieux cette épargne brute. Donc, si vous anticipez votre épargne brute, vous connaissez la puissance de votre véhicule. Si vous connaissez la puissance de votre véhicule, vous saurez combien de poids vous pourrez mettre dans votre remorque. Donc, dans la remorque, on y intègre évidemment les investissements ainsi que l'encours de dette de la collectivité. Donc là, j'ai un deuxième graphique qui représente l'évolution de l'épargne nette de la collectivité. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, ni plus ni moins que l'épargne brute diminuée du remboursement du capital de la dette. Donc, pour les deux ratios à bien surveiller, on a le taux d'épargne brute ainsi que la capacité de désendettement. Donc, le taux d'épargne brute va ni plus ni moins représenter en fait la part des ressources dans le total de vos recettes réelles de fonctionnement que vous pouvez allouer à l'autofinancement et au remboursement du capital de votre dette. Deux seuils ont été préconisés par la Cour des comptes, un seuil à 7 et à 10%. Je reviens sur mon foyer. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous gagnez 2 000 € par mois. Ce sont vos recettes réelles de fonctionnement. À la fin du mois, vous dégagez 800 € d'épargne brute. Je fais 800 divisé par 2000. J'obtiens 40% d'épargne brute, de taux d'épargne brute. Donc, je peux allouer 40% de ce que je gagne au remboursement du capital de ma dette et à l'autofinancement de mes investissements. Alors, ensuite, on a la capacité de désendettement. Donc, la capacité de désendettement va mesurer en fait le nombre d'années théoriques que la collectivité mettrait à rembourser le capital de sa dette. Donc, c'est ni plus ni moins que l'encours de dette rapporté à l'épargne brute. Cette capacité d'endettement, il faut faire très attention. Donc, pour bien la mettre en avant, je reprends l'exemple de mon foyer tout à l'heure. Je te dis qu'il dégageait 800 € d'épargne brute chaque mois, ce qui me fait à peu près 9 600 € d'épargne brute par an. J'ai fait un crédit pour ma maison, je dois encore à la banque 150 000 €. 150 000 divisé par 9 600, ça me fait à peu près 15 ans. C'est-à-dire que si je consacre tout l'argent que chaque mois je dégage à rembourser ma maison, je vais mettre 15 ans à la payer. Pour une collectivité, on fait pareil. Donc, il y a un seuil symbolique à 12 ans à ne pas dépasser. Il faut savoir que si vous dépassez cette limite, notamment au niveau des prêteurs et des banques, il sera compliqué de recourir à l'emprunt. Pour la capacité d'endettement, admettons que en 2021, vous ayez un encours de dette de 1 million d'euros. Vous avez une épargne brute de 100 000 €. Vous faites 1 million divisé par 100 000, vous obtenez 10 ans de capacité d'endettement. Vous dites, voilà, 10 ans, c'est quand même pas mal. L'an prochain, on ne va pas emprunter. Vous arrivez en 2022, votre encours de dette est passé de 1 million à 900 000 €. Donc, le poids de votre remorque a baissé. Vous avez moins à tracter derrière. Sauf que vous n'avez plus 100 000 € d'épargne brute, mais vous avez dû embaucher un paysagiste supplémentaire pour entretenir les espaces verts. Ce paysagiste vous a coûté 60 000 € de plus à l'année et vous n'avez pas eu de recettes de fonctionnement en face pour couvrir ces 60 000 € de dépenses. Logiquement, l'épargne brute diminue mécaniquement de 60 000 €. Donc, je vais passer de 100 000 à 40 000 €. Dès lors, je rapporte mon encours de dette de 900 000 € à mes 40 000 € d'épargne brute, j'obtiens 18 ans de capacité de désendettement. Ça veut dire qu'alors même que votre encours de dette a baissé, votre capacité d'endettement s'est dégradée. Pourquoi? Puisque votre moteur a perdu de sa puissance. Et même si vous avez jeté du poids de la remorque, il n'arrive pas à tracter cette remorque. Donc c'est pour ça que vraiment l'épargne centrale de votre collectivité va tourner autour de l'épargne brute. Alors, ce travail sur la section fonctionnement. Alors juste, la capacité, pardon Fabien, la capacité de désendettement, c'est vraiment un indicateur qui est central, parce que c'est aussi un indicateur qui est utilisé par les banques, notamment, vraiment, tu le précisais, hein, pour apprécier la solvabilité de la collectivité locale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis la crise financière, on sait bien que les banques sont beaucoup plus regardantes sur leur faculté à prêter ou non aux collectivités, et ça peut mettre un coup d'arrêt net, hein, dans le moteur. Si les banques n'apportaient plus les financements nécessaires compte tenu d'une situation qui serait jugée fragile. D'où la nécessité de bien regarder dans le détail les dépenses et les recettes pour pouvoir piloter ces niveaux d'épargne. Exactement. Alors,
là, on va faire un petit point sur les dépenses de fonctionnement. Donc, nous, on a l'habitude de distinguer deux types de dépenses. Celles qu'on caractérise de rigides, ça va être toutes les dépenses liées notamment aux charges de personnel, où là, il va être très compliqué de faire des économies. On va inclure aussi dedans toutes les atténuations de produits, hein, ce que vous versez au niveau de l'attribution de compensation à l'intercommunalité, votre contribution au titre du SPIC pour ceux qui en ont. Et on va introduire aussi les dépenses qu'on appelle dépenses souples, celles pour lesquelles vous avez plus de marge de manœuvre, c'est-à-dire le 011, le chapitre 65, donc toutes les charges à caractère général, toutes les charges de gestion. Alors, du coup, on fera une petite aparté dessus aussi tout à l'heure, notamment lié aux charges à caractère général, puisque là, on connaît donc un niveau d'inflation record, et notamment tout ce qui est lié au fluide dans les budgets des collectivités locales explose. Donc, c'est ça qu'il va aussi falloir essayer d'anticiper sur vos prospectives. C'est vraiment essentiel, hein, puisque ça veut dire cette souplesse peut se retourner un peu contre les collectivités locales, où certes on a des marges de manœuvre, mais actuellement on voit bien que c'est aussi contrarié par ces hausses qu'on subit. On est plutôt à comment réguler la hausse plus qu'à venir réduire le montant en tant que tel. Alors sur les recettes, hein, vous les connaissez. Pardon, sur les dépenses, vous les connaissez. Et c'est vrai que là, il est intéressant de les reprendre une à une, je leur décrire pour voir ce qu'on peut faire ou pas faire. Exactement. Alors, on l'a dit au niveau des charges de gestion, voilà, le chapitre 011, le chapitre 012, essayer de faire des économies, peut-être éteindre la lumière la nuit pour certaines collectivités pour réussir à réguler sa facture d'électricité, essayer de jouer dessus pour optimiser au maximum la puissance de mon moteur, hein, ce qu'on peut faire du tuning un petit peu, pour pouvoir essayer de tracter tous les projets que j'envisage. Bon, les charges de personnel, je le répète, c'est un peu compliqué, surtout qu'on a une revalorisation du point d'indice cette année, notamment liée à l'augmentation du SMIC. Les atténuations de produits, ça peut être, enfin, c'est quasiment impossible, hein, à moins que vous renégociez l'attribution de compensation avec votre intercommunalité. Et alors, les charges d'intérêt de la dette, on a des marges de manœuvre dessus. Je laisserai Alexis revenir sur la partie liée à la dette. Alors, donc voilà pour les dépenses. Au niveau des recettes, donc on le sait, voilà, imaginons que vous ayez fait votre PPI, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, vous n'avez pas envie de jeter des projets de votre remorque. Vous voulez augmenter la puissance du moteur pour pouvoir atteindre votre destination en fin de mandat. Vous le connaissez, vous avez votre levier principal, la fiscalité. Alors je t'interromps, Fabien, mais je reprends ma casquette d'élu. La fiscalité, c'est vrai que les contribuables ne payent plus la taxe d'habitation. Pour autant, c'est un levier qu'on utilise avec beaucoup de parcimonie, avec beaucoup de prudence, à juste titre, hein. Le rabol fiscal concerne aussi les collectivités locales. Est-ce qu'il y a une façon de pouvoir appréhender ce niveau de fiscalité, cette pression fiscale que les habitants subissent? Tout à fait. Alors, le premier réflexe au niveau de la fiscalité, ça va être de vérifier un indicateur qui s'appelle la pression fiscale. Donc, cet indicateur, généralement, se situe entre 0,5 et 2. La logique veut que, admettons pour ta strate de collectivité, la moyenne de la strate sera d'une pression fiscale égale à 1,20. Si tu te situes aux alentours des 0,80, ça veut dire que ta collectivité exerce une pression fiscale sur ses administrés inférieure aux collectivités de même strate. Je mets en lumière un peu un exemple typique. Donc, vous prenez vos bases qui sont de 100 euros, on applique les taux moyens nationaux sur vos bases qui sont de 10%, produit fiscal théorique de 10 euros. Vous prenez ensuite les bases toujours de votre commune, 100 euros, cette fois-ci vous appliquez vos taux, donc 8%. Vous obtenez 8 euros. La pression fiscale, on rapporte 8 euros à 10 euros, vous exercez une pression fiscale de 0,8. Ça veut dire que votre pression fiscale est inférieure aux moyennes de strate. À partir de là, vous pouvez vous dire peut-être que vous avez une marge de manœuvre sur la fiscalité. À voir dans quelle proportion on peut augmenter la fiscalité. Effectivement, si la pression fiscale est déjà très élevée, là, il va falloir peut-être oublier le levier fiscal. Donc je pourrais dire à mes habitants que certes, j'augmente les impôts, mais ils payent toujours moins que les communes avoisinantes ou les communes similaires. Exactement, surtout que c'est un indicateur que vous pouvez retrouver notamment aussi dans Simco. Vous comparez avec vos voisins pour voir un peu où vous vous situez. Alors, au niveau des recettes de gestion, et là, effectivement, c'est un enjeu aussi un petit peu sensible, ça va être au niveau de la tarification du service public. Ça veut dire que
peut-être revoir le prix de la cantine, etc., etc. Et là aussi, c'est toujours un peu délicat. Dernier élément sur les recettes, donc les dotations. C'est vrai que toutes les collectivités ont absorbé, plutôt dans de bonnes conditions pour la plupart, hein, la baisse des dotations du plan de redressement des comptes publics, et s'ouvre devant nous la perspective d'une nouvelle baisse des dotations, je le disais tout à l'heure, liée à la réforme des indicateurs financiers. Alors, très rapidement, Fabien, parce que je vois que l'heure tourne, est-ce que tu peux nous dire quelques éléments quelques informations sur ce qui nous attend sur les dotations de manière synthétique? Et vous le savez qu'on restera à votre disposition pour entrer plus dans le détail si vous le souhaitez. Alors, très rapidement, effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que l'État a figé l'enveloppe de DGF depuis 2018. Sauf que peut-être que certaines collectivités ont marqué des mouvements, c'est-à-dire soit une baisse, soit une hausse. Au niveau des dotations, on va retrouver la dotation forfaitaire, la DSU, la DSR, la DNP et la DACOM pour les communes. Il faut savoir que l'État, chaque année, décide par exemple d'augmenter les enveloppes de DSR et de DSU qui participent à la péréquation horizontale. Sauf que pour augmenter ces enveloppes, donc 95 millions en 2022 pour la DSU et 95 millions pour la DSR, l'État ne va pas verser 1 euro de plus dans l'enveloppe de DGF, puisque l'enveloppe est stabilisée. Il va aller la chercher, cet argent, dans la dotation forfaitaire. Comment il va aller la chercher? On va prendre votre potentiel fiscal et on va regarder s'il est supérieur au potentiel fiscal moyen national. S'il est supérieur, on va vous prendre de l'argent à hauteur de cet écart pour financer la péréquation. Ce qui fait que les communes considérées comme fiscalement riches vont tendance à avoir une dotation forfaitaire qui baisse extrêmement rapidement et des dotations DSU ou DSR qui augmentent peu, donc une baisse de DGF. À l'inverse, des communes considérées comme fiscalement pauvres vont peut-être potentiellement voir leur dotation augmenter. Même système pour les intercommunalités. La dotation de compensation sert notamment à financer ces variables d'ajustement. Chaque année, elle est écrêtée pour justement financer l'augmentation des dotations de péréquation. Au niveau de la réforme des indicateurs, je vous ai parlé de potentiel financier. Tout à l'heure, je vous ai parlé de pression fiscale. Donc 2022, lié notamment aussi à la réforme de la taxe d'habitation et à des problèmes qui ont été beaucoup critiqués sur les potentiels financiers et l'effort fiscal, même le calcul du CIF des EPCI, qui ne peut-être reflétait pas assez bien la richesse des collectivités. Donc là, on a voulu faire deux choses. L'adapter à la réforme de la TH. Voilà. Pourquoi inclure dans le potentiel fiscal une taxe d'habitation qui n'existe plus? Donc là, pour les EPCI, on va inclure la fraction de TVA qu'ils vont toucher, et pour les communes, la fraction liée au foncier bâti départemental. Au niveau des ressources prises en compte dans le potentiel fiscal, on va inclure de nouveaux produits, soit les droits de mutation, la taxe locale sur les publicités extérieures, la taxe sur les pylônes électriques et la majoration sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Alors, ça pour favoriser justement l'équité et refléter au mieux la richesse au niveau du territoire. L'effort fiscal donc, sera réformé uniquement pour prendre en compte la réforme de la taxe d'habitation. On va simplement enlever la partie liée au calcul des impôts ménages, notamment sur tout ce qui est taxe d'habitation. Le CIF, son calcul reste inchangé et la fraction de TVA vient remplacer la taxe d'habitation. Pour cette réforme, l'État ne va pas tout bousculer en un an. Il va y avoir un lissage, notamment, elle a commencé en 2022, elle est neutralisée pour cette année. En 2023, vous avez un processus de lissage qui permet d'éviter le total chamboulement de l'enveloppe de DGF. Alors, nous, Simco, on proposera les premières simulations liées à cette réforme des indicateurs au mois de juillet. Donc, tous les adhérents pourront regarder justement l'évolution de leur dotation et pourront aussi venir nous poser toutes les questions qu'ils souhaitent sur la réforme des indicateurs. Alors, on a parlé de faire son PPI, on a parlé de faire ses projections pour déterminer son épargne brute, son épargne nette. Maintenant, comment on finance les investissements? Au niveau du financement des investissements, voilà, j'ai mon épargne brute, je paye, je rembourse le capital de ma dette, il me reste mon épargne nette. Admettons que je suis un foyer, il me reste 300 € d'épargne nette à la fin du mois. Cet argent, soit je vais le capitaliser, le mettre sur mon livret A, soit je vais l'investir, je vais le passer en investissement pour acheter une machine à laver qui est tombée en panne, qui est une opération d'équipement. Donc ça, c'est l'autofinancement. Ma machine à laver, elle ne coûte pas 300 €, elle coûte 1 000 €. L'autofinancement ne suffit pas. Je vais demander à ma grand-mère un peu de sous, c'est une subvention, elle ne me demande pas de la rembourser, elle va me prêter 200 €. Je suis à 500 € avec mon autofinancement à 300 € et ma subvention à 200 €. Je vais toucher du FCTVA, on va me rembourser une partie de la TVA, 100 € de plus. Il me manque
200 € à financer, et là, je vais décider de recourir à l'emprunt. Un sacré projet de financement pour une machine à laver. Donc là, je vais aller voir les banques et je vais leur demander des sous en sachant que je connais ma capacité d'endettement, je connais mon épargne brute, je sais que je suis capable de rembourser ma dette, j'ai ma prospective qui est réalisée et je sais que je n'aurai aucun souci à emprunter pour financer cette machine à laver. Donc voilà. Alors après, il faut faire très attention au niveau de l'emprunt. Donc Alexis reviendra dessus plus en profondeur tout à l'heure, puisque si j'emprunte, effectivement, qui dit emprunt dit charges d'intérêt dans la section fonctionnement, donc diminution de l'épargne brute, qui dit aussi hausse du remboursement du capital, donc par effet levier, diminution de l'épargne nette. L'emprunt va en quelque sorte diminuer très légèrement la puissance de mon moteur. Donc ça, il faudra le prendre en compte sur ma prospective. Pour finaliser toutes ces explications, donc 6 conseils à vous préconiser. Donc, comme toujours, faire intervenir toutes les parties prenantes. Le travail de prospective, c'est un travail de terrain. Nous, consultants, on va pouvoir un peu évaluer vos dotations, votre fiscalité, mais on ne pourra pas vous dire en précision comment on va évoluer votre zéron, si ce n'est les indicateurs notamment liés à l'inflation. Là, il faut faire des recherches au niveau de votre collectivité, centraliser l'information pour ne pas être perdu au niveau des documents. Et là, généralement, c'est le moment où certains élus, notamment sur ces périodes d'incertitude, ne savent pas trop comment gérer les prospectives. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de faire des scénarios effet tunnel. Vous faites un scénario de prospective normal, un scénario de prospective pessimiste, et vous faites un scénario de prospective flottant, et vous vous assurez d'être tous les ans entre les lignes. Donc, ça suppose aussi de mettre à jour sa prospective. Alors, pardon, c'est peut-être là, dans le troisième point, peut-être un peu la clé pour gérer la situation actuelle, finalement, compte tenu un peu de l'incertitude, de voir, d'apprécier par ces différents scénarios la sensibilité de notre prospective, notre budget, Exactement. Et de voir en fonction d'un scénario pessimiste lié à la hausse des prix, lié à tous les éléments qu'on a vus sur les charges personnelles, finalement, quel impact ça peut avoir sur ma PPI. Exactement. Et à quel projet ça pourrait me faire renoncer, et donc de demander aux élus d'arbitrer et d'hiérarchiser les projets. On sait que c'est toujours un exercice difficile, mais qui aujourd'hui paraît indispensable à faire. Et puis d'avoir le scénario favorable et de voir en effet que dans ces conditions-là, on peut réaliser tous les projets souhaités, quitte à faire des ajustements de fiscalité ou autres. Mais il me semble moi, que la clé, c'est vraiment sur cette définition de scénario qui va venir dessiner différents chemins, différentes routes pour notre voiture, pour notre bateau, de manière à pouvoir arriver dans les meilleures conditions et redéfinir les différentes étapes de réalisation de la PPI du mandat. Et le contexte actuel fait que la mise à jour de la prospective est primordiale et doit être actualisée assez souvent. C'est pour ça que du coup, nos outils vous permettent aussi de constamment rester à l'affût sur vos prospectives. Alors maintenant, je vais te laisser la parole, Alexis, pour toute la partie notamment liée à la dette et au contexte. Merci Fabien pour toutes tes explications qui nous permettent d'y voir plus clair. Alors Fabien le précisait tout à l'heure, c'est qu'une fois qu'on a travaillé la section de fonctionnement, eh bien, arrive le moment où il faut financer le solde et à recourir à l'emprunt. Et on sait que là aussi, le contexte est difficile compte tenu de la volatilité qu'on est sur les marchés. Alors, de manière là aussi rapide et synthétique, quelques éléments pour bien apprécier le contexte de marché. Alors, je vais revenir d'abord sur 2021 parce que 2022 trouve pleinement sa source sur l'année précédente. Bon, le premier élément, bien évidemment, c'est qu'on a encore aujourd'hui, on est encore dans les effets de sortie de crise Covid, et on sait qu'en 2021, retour des confinements en France et dans d'autres pays, voilà, on a une sortie un peu erratique sur la crise Covid, l'apparition déjà de pénuries sur les matières premières, notamment liées aux pays asiatiques, souvent qui ont connu ces difficultés. Et puis, on est quand même en phase de sortie, donc reprise de consommation chez les ménages. Donc, bien évidemment, on avait les prémices et le début de ce retour de l'inflation, plus forte demande, offre en difficulté. Donc, on a tous les ingrédients pour une inflation. Alors, face à ce contexte, la Banque centrale européenne, qui pilote vraiment la politique monétaire de la zone euro, qui oriente le niveau des taux, eh bien, était restée sur une position assez stable, avec un maintien des taux directeurs permettant aux taux bas, aux taux courts d'être toujours négatifs, avait malgré tout déjà annoncé sa politique de rachat d'actifs. Ça veut dire que de moins distribuer de liquidités sur les marchés
et avait annoncé quelques perspectives de hausse, de resserrement monétaire à fin 2022, voire 2023. Ce qui fait que quand on regarde la situation économique sur les taux, eh bien, c'est important de voir que l'inflation avait déjà démarré qu'en fin 2021, ouais, en zone euro, on approchait déjà des 5%, on était autour de 3 en France. Donc, la tendance inflationniste était déjà là. Par contre, elle se répercutait peu sur les taux, pas du tout sur les taux courts, ce qu'on appelle les taux indexés, les Euribor que vous avez en bleu en bas. Donc, on a une parfaite stabilité. Mais on voit que malgré tout, la hausse des taux avait déjà démarré, notamment en fin d'année, après une année un peu volatile. Mais vous voyez qu'en décembre 2021, la hausse sur les taux longs, le taux 10 ans, avait démarré. Alors en 2022, le contexte a quand même bien évolué au niveau macronomique. Et bien évidemment, le point central, c'est la guerre en Ukraine, l'attaque de la Russie qui est venue fortement bouleverser les équilibres mondiaux, avec là encore une poursuite des confinements en Chine qui continue de raréfier certaines matières premières et donc de fortes tensions sur les prix d'énergie, pardon, je l'ai évoqué. Alors la Banque centrale européenne, cette fois-ci, réagit plus vivement en mettant en place la diminution des rachats d'actifs, en affichant une volonté forte de lutter contre l'inflation à des niveaux qui parfois ont retrouvé dans certains pays de la zone euro des inflations à 2 chiffres, qu'on ne connaissait plus depuis au moins 30 ans dans nos économies occidentales, et ayant même fini par accélérer le calendrier de remontée des taux directeurs, passant donc de la fin d'année, plutôt 2023, à une hausse plutôt cette fois attendue pour le mois de juillet. Alors, vous voyez que si je prolonge les graphiques de tout à l'heure, on a une grande marge d'escalier sur l'inflation en mars, où on est plutôt proche des 7-8% en euros, et en France, on atteint cette fois-ci les 5% en France, et on s'en rend bien compte quand notre caddie est rempli au supermarché, avec une tendance qui ne s'arrête pas. Et vous voyez que la petite hausse qu'on voyait fin 2021 eh bien, paraît bien modeste quand on voit la très forte augmentation que l'on a eue sur les taux longs, où dernièrement, alors ça a un petit peu rebaissé ces derniers jours, mais le taux 10 ans a presque atteint les 2%, 90, 95. Donc on a une accélération à la hausse. Alors ce qui est important à retenir, c'est que la guerre en Ukraine n'a fait qu'accélérer, qu'accentuer un mouvement qui était installé. Voilà, ça c'est vraiment primordial à bien retenir, c'est que l'ensemble des éléments, tous les ingrédients étaient déjà là pour la hausse des taux qui n'a été qu'accentuée par la guerre en Ukraine. Et les perspectives de sortie de guerre, d'accalmie ne sont pas là. Et soyons optimistes, même si la guerre s'arrêtait demain, ce qui est à ce jour inenvisageable, eh bien, on aurait toujours ces éléments haussiers sur les taux. Alors, un petit zoom intéressant. Donc pour 2022, compte tenu de ce que je viens de vous indiquer, 2 éléments à retenir. Forte instabilité sur les marchés. Le contexte international est tel que l'on voit une très forte volatilité. Nous, on surveille ces indicateurs qui sont donnés par les marchés financiers, ces indicateurs de ces volatilités qui sont extrêmement forts. Et puis, la tendance haussière restera, mais on peut avoir des petits mouvements erratiques comme on a actuellement, des petits creux de marché que l'on a dans toute période de forte hausse. Alors, sur le segment des taux longs, vous le voyez, hausse des taux, des petits creux liés à la volatilité, et sur les taux courts, donc sur les taux indexés, eh bien, on devrait suivre le calendrier de remontée des taux de la Banque centrale, avec une hausse qui devrait être assez limitée sur l'exercice, puisque si la Banque centrale augmente ses taux au mois de juillet, eh bien, on aura un impact qui sera progressif, alors que l'on constate déjà et qui est intéressant quand on regarde uniquement les taux courts, donc l'Ester qui est le taux au jour le jour, l'Euribor 3 mois et l'Euribor 12 mois. Vous voyez que plus la maturité des indices est forte, plus la hausse est déjà intégrée. Pourquoi? Tout simplement parce que les Euribor représentent les anticipations des niveaux des taux directeurs de la Banque centrale sur la maturité correspondant au niveau de l'Euribor. Donc l'Euribor 12 mois intègre les anticipations de la Banque centrale européenne sur les 12 prochains mois.
Oui, c'est très clair. Les marchés indiquent clairement que la Banque centrale européenne va remonter ses taux de manière assez sensible sur les 12 prochains mois. Et le Euribor 3 mois augmente plus lentement, puisque à 3 mois, eh bien, il y a moins de perspectives de hausse. Vous voyez, donc depuis que la Banque centrale européenne a annoncé qu'elle allait accélérer son calendrier, on voit que le 3 mois a intégré un petit peu plus cette hausse des taux. Donc, vous le voyez, hein, c'est plutôt hausse sur les taux longs, ce qui pose problème et ce qui renchérit le coût des nouveaux emprunts. Par contre, pour le stock de dette, je vais y revenir, eh bien, l'impact devrait être mesuré sur 2022 puisque les Euribor augmentent un petit peu. Et vous voyez que ça augmente, mais qu'on est toujours largement en territoire négatif, puisque l'Euribor 3 mois est aujourd'hui autour de moins 0,35, donc à des niveaux toujours extrêmement favorables. Pour nos abonnés Orpheor, vous savez que vous retrouvez chaque semaine dans notre e-marché toute cette information qui est détaillée, décryptée avec nos recommandations, ce que l'on peut voir sur le marché, dans cette lettre qui vous est envoyée, mise à disposition chaque semaine, et exemplaire le dernier que l'on pourra envoyer à tous les participants donc, de ce webinaire pour avoir un aperçu de la situation actuelle. Alors maintenant qu'on a posé un peu le décor, le panorama, quel impact sur votre encours de dette et je disais sur le stock existant. Alors je l'évoquais, bien évidemment, vous avez toute votre part à taux fixe qui, elle, ne bouge pas. C'est la rigidité qu'évoquait tout à l'heure Fabien. Et compte tenu des niveaux très bas des taux courts, des taux longs sur ces dernières années, les collectivités locales ont très majoritairement accentué la part à taux fixe, 70, 75, 80% parfois de taux fixe. Une inertie qui est la bienvenue aujourd'hui dans les temps incertains que l'on connaît. Reste la partie des taux indexés, voire des quelques produits structurels qui peuvent rester. Là, vous avez un outil qui est assez simple à utiliser et qui va permettre de construire justement les scénarios qu'on évoquait tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle le stress test. Pardon pour ce nom qui n'est peut-être pas très optimiste, qui génère un peu de peur. Simplement de reprendre sur chaque emprunt en fonction de son montant, eh bien, différentes hypothèses de taux. Vous pouvez le faire via l'application Perform ou vous pouvez le faire de manière globale sur votre encours de dette pour avoir un montant un peu plus approchant et de regarder si voilà, ça va me coûter sur mon emprunt entre 3 000 € ou 20 000 €. Et l'idée, véritablement, en termes de méthode, c'est de construire plusieurs scénarios, on l'a évoqué, et de mesurer la sensibilité de votre dette. De se dire, voilà, si demain les taux augmentent de 1%, un petit peu, on est sur des démarches similaires sur la fiscalité, si j'augmente de 1% ma fiscalité, si mes taux augmentent de 1%, alors en valeur absolue, si je passe de 0 à 1%, eh bien, quel va être l'impact sur ma dette? Est-ce que c'est plus 50 000, plus 200 000, plus 500 000? Et ainsi, je vais pouvoir mesurer dans ma prospective, avec ces deux hypothèses, l'impact sur mes niveaux d'épargne, donc d'épargne brute, et redescendant sur mes épargnes nettes, et donc l'impact que ça pourra avoir sur le financement donc, de mes investissements. Sur les nouveaux emprunts, on est né 2022 qui est là aussi un petit peu difficile. Pourquoi? Parce que plusieurs collectivités qui ont écouté les recommandations d'Orpheor ont souvent anticipé leur consultation 2022, là où souvent, traditionnellement, on attendait plutôt la fin d'année pour voir le niveau de l'emprunt d'équilibre, l'exécution budgétaire, l'atterrissage de fin d'année. Eh bien, cette année, hausse des taux oblige, et autres éléments sur lesquels je reviendrai, on a souvent anticipé les consultations dès le premier trimestre, provoquant parfois des échéances donc infra-annuelles en capital et en intérêt, parfois en souscrivant des emprunts avec des taux plus élevés qu'attendus, qu'estimés notamment quand on a pu voter des budgets 2022 en décembre 2021, avec des hypothèses qui n'étaient pas assez majorées. Donc, eh bien, c'est important de reprendre pour 2022 la réalisation de vos frais financiers, de votre amortissement pour vous assurer que vos prévisions budgétaires restent toujours correctes et éventuellement d'ajuster en décision modificative vos chapitres 66 et votre chapitre 16 pour pouvoir atteindre la fin d'année sans encombre. Alors, on sait que c'est jamais très agréable et notamment politiquement d'ajuster le chapitre 66 qui peut laisser apparaître que la dette nous échappe un peu. Voilà, pour autant,
mieux vaut prévenir que guérir. La tendance, malgré tout, justifie pleinement, le contexte international justifie pleinement un éventuel ajustement donc des inscriptions budgétaires. Alors, là aussi, cette incertitude, cette sensibilité plus forte de la dette n'est pas une fatalité. Une dette, ça se gère, une dette, ça se pilote, il y a des outils, et l'objectif, bien évidemment, ça va être de gérer le risque de taux. Problématique qui a peut-être été un peu oubliée ces dernières années avec des taux très bas et des taux qui descendaient. Et l'objectif, ça va être de vous prémunir de la hausse des taux. Si ça augmente, si mes taux augmentent de 1%, eh bien, je vais essayer d'amortir cette hausse, de réduire l'élasticité de mon encours et de ses frais financiers et de protéger les niveaux d'épargne en respectant des taux points morts qu'on peut définir avec la prospective que vous travaillez pour savoir quel est le taux maximum que je peux accepter, le taux moyen maximum que je peux accepter sur ma dette pour que ma prospective garde du sens et que pour que ma trajectoire de financement que j'ai définie, compte tenu de ma PPI, reste bonne et que je puisse toujours avancer à la vitesse souhaitée. Alors pour ça, vous avez deux outils qui sont disponibles. N'oubliez pas que dans la grande majorité de vos contrats à taux indexés, vous pouvez faire des arbitrages de vos emprunts pour aller sur du taux fixe. Certains pourront nous dire que c'est peut-être trop tard, que maintenant les taux ont trop augmenté. L'avenir nous le dira. En tout cas, si je suis dans une logique de protection de mon budget, eh bien, je peux arbitrer mes emprunts à taux indexés sur du taux fixe, des taux qui resteraient à des niveaux tout à fait corrects, notamment si ma durée résiduelle est assez basse sur mon emprunt. Et puis, pour les collectivités de taille peut-être plus importante, ou qui savent faire un peu de compétences sur l'ingénierie financière, ou qui sont bien accompagnées, eh bien, de recourir au swap, des instruments de couverture. Ce n'est pas un gros mot, c'est simplement échanger le taux d'intérêt pour venir couvrir, neutraliser le taux indexé et transformer mon taux indexé par un contrat supplémentaire avec une autre banque, le transformer en taux fixe. Alors pour ça, en termes de méthode, eh bien, malgré tout, quand vous arbitrez sur un taux fixe, il faut pouvoir vérifier la cotation de la banque par ce qu'on appelle des outils de pricing qui permettent de voir si la marge du contrat initial est bien respectée, si la banque ne profite pas de l'opération pour ajouter une nouvelle marge. Et en parallèle, et ce sont des obligations aussi de la circulaire de 2010 qui encadre la gestion de la dette, faire une mise en concurrence entre les établissements, une mise en concurrence qui permettra d'optimiser les conditions financières. 2022, eh bien, vous aurez aussi à emprunter, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Alors, quand les taux montent, normalement, la stratégie, elle n'est pas très compliquée. Surtout dans cette incertitude, on se dit, bah voilà, les taux vont augmenter, il faut que je lance ma consultation assez rapidement. Plus tôt je la fais, meilleurs seront mes taux. Et même si ça a augmenté, je peux encore avoir des taux corrects vis-à-vis de ma prospective. Les taux sont autour de 2%. Voilà, si j'emprunte même à 2%, c'est beaucoup plus cher que ce que j'avais imaginé. Mais allez, ma prospective, elle tient, je peux m'en consoler. Donc, stratégie, lancer rapidement la consultation et j'aurais pu vous dire, voilà, avant de partir en vacances cet été, interrogez vos banques, souscrivez vos emprunts. Ce que vous pourrez souscrire maintenant sera moins cher que ce que vous trouverez à la rentrée si la tendance se poursuit, comme selon l'avis partagé par l'ensemble, par la plupart des analystes. Mais, il y a un mais. Le mais que l'on a aujourd'hui, qui est vraiment nouveau, c'est l'existence du taux de l'usure. Alors, le taux de l'usure est fait pour protéger les emprunteurs, d'accord, mais aujourd'hui, de tout type, les particuliers sont aussi protégés par le taux de l'usure, mais le taux de l'usure qui s'applique aussi aux collectivités locales est défini trimestre après trimestre, et après avoir eu un taux de l'usure à 1,73 au premier trimestre, eh bien, le Trésor a publié un taux de l'usure pour le deuxième trimestre à 1,76% pour tous les emprunts à taux fixe, quelle que soit la durée, depuis 2 ans jusqu'à 20 ans, 25 ans, 30 ans. Avec des taux de marché qui sont autour de 1,80, vous imaginez bien qu'aujourd'hui, il est difficile d'avoir des propositions bancaires, des niveaux de taux inférieurs à ce taux de l'usure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des banques ne proposent plus d'emprunts à taux fixe, sauf exception.
et il y en a. C'est pour ça que ça peut rester intéressant d'interroger certaines banques, notamment les banques locales, qui ont parfois des enveloppes de liquidités moins chères. Mais aujourd'hui, c'est difficile d'avoir des propositions à taux fixe et encore moins des emprunts à taux fixe avec ce qu'on appelle des départs décalés, où je signe mon contrat maintenant et je mobilise les fonds soit en fin 2022 ou voire en début 2023, puisque vous le savez, plus je mobilise mon emprunt tardivement, plus mon taux va être majoré. Alors, là aussi, est-ce qu'on est bloqué? Est-ce que c'est un point d'arrêt? Alors là aussi, il y a deux positions. Soit j'attends et j'espère, et j'ai peut-être un cierge à allumer si je veux que la situation soit meilleure. Alors, il faut espérer malgré tout que le taux de l'usure soit plus élevé pour le troisième trimestre. Mais en échangeant régulièrement avec les banquiers, on n'est pas persuadé que ça débloquera pleinement la situation pour les taux fixes. Soit, eh bien, j'adapte ma stratégie, je construis une nouvelle stratégie. Et bien évidemment, c'est ce que nous vous recommandons pour pouvoir continuer à avancer. Alors, quelle stratégie on peut mettre en place? Eh bien, on ressort, elle était parfois au fond du grenier, la boîte à outils de la gestion de la dette, compte tenu de la simplification donc, de ces dernières années. Et puis donc de reprendre les outils, les instruments que je trouve dans ma boîte et des démarches qui sont assez classiques, assez simples. Vous allez voir, on ne va pas faire de la grande ingénierie financière. La première, c'est d'élargir au maximum le panel de prêteurs. Voilà, vous avez vos prêteurs traditionnels, mais explorez d'autres prêteurs, d'autres solutions de financement, des plateformes de financement existent, des nouveaux acteurs sont sur les marchés. Explorez tous ces acteurs, plus vous aurez de prêteurs potentiels, plus vous aurez de chances de trouver des produits intéressants, des conditions financières, voire un peu hors marché. Donc, c'est la première condition. La deuxième, lancez votre consultation. Vous pouvez, c'est parce qu'on lance une consultation qu'on doit forcément souscrire un emprunt avec un cahier des charges précis, sait-on jamais, demandant du taux fixe, et puis demander une alternative, surtout indexée, surtout Euribor. Le Euribor n'est pas un produit toxique, je l'ai dit, un taux Euribor, ça se gère, ça peut s'arbitrer sur du taux fixe. Et donc, vous pouvez avoir des nouveaux financements, éventuellement sur du taux indexé. Et ce n'est pas une fin en soi, je l'ai évoqué tout à l'heure, vous pourrez arbitrer dans un second temps, qui peut être très rapide, votre taux indexé vers du taux fixe, soit par arbitrage, soit par swap. En cas d'arbitrage, vous ne serez plus soumis au taux d'usure, puisque le taux d'usure s'applique sur les nouveaux financements. Alors attention aux fausses bonnes idées dans ce contexte. Parfois, les banques peuvent vous dire écoutez, je ne peux pas vous prêter à taux fixe sur 20 ans, pas sur 15 ans, eh bien, empruntez sur 10 ans. Alors, c'est une solution technique, mais je me retourne vers mon voisin si cette solution vous est proposée. Si vous pensiez emprunter sur 20 ans et que finalement vous empruntez sur 10 ans, peut-être que ce sera bénéfique pour votre épargne brute, payant un peu moins de frais financiers, mais au risque de dégrader nettement votre épargne nette, puisque vous rembourserez 2 fois plus de capital que prévu, et donc ça va venir déséquilibrer vos indicateurs et votre prospective financière. Ce contexte est aussi tout à fait favorable pour les banques pour proposer des produits structurés. On voit ressortir des barrières désactivantes. Les banquiers réutilisent un peu toute la panoplie des produits structurés. Alors, plus simple que ce qu'on a pu connaître à la grande époque, mais ça ressort. Prudence, ça peut être des bonnes solutions, mais malgré tout, prudence sur ces produits. Alors, pour conclure, et un petit peu en synthèse, eh bien, on a une situation de marché qui est plutôt défavorable, plutôt difficile, accentuée par la contrainte du taux de l'usure. La décennie facile est derrière nous, malheureusement. Pardon de conclure un peu sur cette note un peu pessimiste. La décennie de l'argent facile, de l'argent presque gratuit est derrière nous. Mais vous savez faire. Le secteur public local a des outils, a des savoir-faire, a des compétences acquises depuis de nombreuses années. Vous avez à votre disposition des outils. Et pour être plus positif, eh bien, ces prochaines années, ces prochaines semaines, ces prochains mois, eh bien, c'est le retour à une gestion qu'on appelait dite active de la dette. Alors, peut-être sur l'encours existant, même si on trouve encore des marges de manœuvre sur certains contrats, mais surtout une gestion active de vos nouveaux encours, puisqu'on sait souvent que c'est
le moment décisif de la gestion de la dette. Ce n'est pas tant soit le stock qu'on peut toujours retravailler, mais le flux et surtout assurer dans les meilleures conditions et dans des conditions cohérentes avec la prospective financière le financement de vos investissements. Voilà, j'espère que tous ces éléments vous auront apporté un peu de clarté et de visibilité pour les prochains jours, prochaines semaines, pour les travaux que vous avez à mener. Avec Fabien, on reste pleinement à votre disposition. Alors, on a quelques questions que je vais évoquer. Alors, d'abord des questions dans la conversation. J'ai une proposition à 1,80 à taux fixe. Est-ce légal? Alors, le banquier peut toujours proposer. Alors, c'est le banquier. Alors, c'est un taux, pardon, je ne veux pas d'abord répondre à la deuxième question. Le taux d'usure, est-ce que c'est un taux max ou mini proposé par les banques? Pardon, si je n'ai pas été assez clair, le taux d'usure, c'est le taux maximum, bien évidemment, que les banques peuvent vous proposer. Aujourd'hui, toutes les banques doivent vous proposer des taux inférieurs à 1,76. Si le taux est supérieur à 1,76, il sera qualifié d'usurier. Et donc, c'est la banque qui risque, et c'est de l'ordre du pénal pour la direction de la banque. Donc, c'est pour ça que la quasi-totalité des banques, on rencontre quelques exceptions. On n'a jamais eu de contrat signé sur des niveaux supérieurs au taux d'usure. Toutes les banques aujourd'hui ne proposent pas de taux supérieur à 1,76. Donc, si vous avez une proposition à 1,80, eh bien, la proposition est légale, mais la signature de ce contrat pourrait poser des difficultés à la banque s'il y avait un recours contentieux. Et vous savez que depuis la crise des emprunts toxiques et des différents recours contentieux qu'on a pu avoir, les banques sont extrêmement vigilantes sur ces aspects. Une question pour Fabien. Quel destinataire pour la communication de sa prospective? Alors, est-ce qu'on doit communiquer auprès des élus, auprès de la direction générale, auprès des directions des services, voire la population? Rajoute cette demande. Exactement. En fait, la prospective a principalement 3 objectifs. Donc, on le voit à travers notre métier. Le premier, c'est d'établir le plan de financement, donc ce qu'on a vu au début. Le deuxième, c'est d'alerter si voilà, on est dans une situation compliquée et qu'il faut prendre conscience qu'on ne pourra peut-être pas aller où on veut et qu'il va falloir renégocier des choses au niveau des investissements. Et ensuite, le troisième qui va être très important pendant cette période, c'est de rassurer. Ça veut dire, on a tendance un peu avec ce flot d'informations et bon, je ne vais pas dire de pessimisme, mais c'est vrai que la situation est un peu compliquée. Voilà, de dire, regardez, j'ai fait ma prospective, j'ai fait mon plan de financement, tout va bien aller, on a ce qu'il faut, on a prévu différents scénarios, on pourra rebondir au cas où ça se passe comme ça. Si tout se passe bien, on va arriver là. Les destinataires, du coup, voilà, alerter peut-être parfois les élus si on veut leur dire que les investissements ne pourront pas être financés. Rassurer aussi les élus, rassurer les agents. Donc, ça va être vraiment en fonction du contexte de votre collectivité. Et bien évidemment, au niveau des habitants de votre collectivité, communiquer une prospective, c'est toujours très bien. Le problème après, c'est qu'effectivement, il y a la manière de la rédiger. Donc, bien faire attention à ne pas non plus être trop technique, juste les informations essentielles. Et aussi, voilà, pour dire, voilà, tout va bien aller, vos impôts sont utilisés pour financer ça, regardez ce qu'on a fait et quelle stratégie on établit. Donc, les destinataires, voilà, ça peut être en fonction du contexte de votre collectivité. Alors, je rajouterais peut-être un peu par expérience que la prospective est aussi un bon outil presque de structuration de votre collectivité. Ça peut être vraiment donner une bonne colonne vertébrale et un outil presque de management, je pourrais dire, entre les services, entre les élus aussi, entre les élus financiers et les élus dits dépensiers, et bien pour communiquer, pour partager, pour montrer qu'on ne peut pas tout faire ou pas tout faire en même temps et de manière un peu à regrouper toutes les demandes sur une même ligne directrice partagée par tous. Et finalement, c'est une visibilité partagée que l'on peut se donner par la prospective. Une dernière question, une remarque très technique, et merci à la personne qui a proposé, qui a ajouté ce commentaire. En effet, sur les frais de dossier, c'est vrai que le taux d'usure est contrôlé par le TEG, et le TEG étant l'indicateur qui prend en compte l'ensemble des coûts liés à l'emprunt. Et c'est vrai que le contrôle du taux d'usure se fait sur ce TEG. Merci de cette précision. Voilà, écoutez,
Nous restons bien évidemment à votre disposition cet après-midi, dans les prochains jours. N'hésitez pas à nous contacter, à reposer des questions. Le document, le support d'aujourd'hui vous sera adressé. Donc vous aurez tout le loisir de reprendre l'ensemble de ces éléments que l'on vous a présentés. J'espère que vous irez déjeuner en y voyant un peu plus clair ou en vous disant que vous avez à disposition des outils, des méthodes qui peuvent vous permettre d'aborder les prochaines semaines ou les prochains mois dans de meilleures conditions. Alors que vous soyez au volant de votre voiture ou à la barre de votre bateau, pour reprendre nos 2 images du jour, eh bien, nous vous souhaitons un bon voyage, une belle destination. Et avec Fabien, on reste à votre disposition pour toute question. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Merci Fabien. Bah, merci à vous. J'espère que vous prendrez aussi votre voiture autrement maintenant. J'avais juste une dernière petite question. C'était par rapport aux recettes fiscales prises en compte maintenant dans les potentiels financiers. Je ne sais pas si on peut reculer un petit peu sur la diapositive. Donc, il y a les droits de mutation. Voilà, pour les collectivités qui ont beaucoup de droits de mutation, ça va un peu faire mal sur le potentiel financier. Voilà, il y a tout ce qui est taxe sur les pylônes électriques. Après, ne vous en faites pas, donc ce sera lissé. Hein. Ce sera lissé. Et vous aurez le détail du décret d'application. Alors, c'est juste en dessous. Voilà. Donc, taxes sur les pylônes électriques et taxes sur les publicités locales extérieures, hein, pour tout ce qui est panneaux d'affichage, etc. Donc, voilà. Si vous avez de plus amples questions à ce sujet, on y reviendra au mois de juillet on aura toutes les simulations pour anticiper l'évolution de votre potentiel financier. Voilà, oui, avec le rapprochement Orfer-Simco et plein de perspectives et de richesses pour les collectivités locales. Voilà, nous vous souhaitons un bon appétit, une bonne après-midi et un très bon week-end. À bientôt. Merci beaucoup de nous Merci, au avoir revoir. suivis. Au revoir. Il y a eu une question qui est arrivée.